Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à nos rendez-vous dès lundi et vendredi à 20 h avec toujours un nouvel invité. Toujours des parcours, des histoires et des engagements à découvrir. Alors ce soir, nous allons accueillir quelqu'un de la nuit, pas de la nuit parisienne, même s'il est à Paris, mais des nuits féeriques, des nuits orientales, des nuits transsahariennes, des mille et une nuits. On va accueillir donc notre ami Bézène Azaïch. Bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir d'être au Café Mort. Comme je dis, je vois pas de quoi on parle quand on parle de Café Mort, parce qu'il est pas mort, votre café, il a plein de joie, plein de couleurs, c'est magnifique chez vous. Voilà, bah oui, le Café Mort, c'est effectivement magnifique. Mort, c'est parce que c'est le jeu de mots entre mort, M-A-U-R-E, et d'ailleurs même mort, M-A-U-R-E, s'écrit aussi M-O-R-E c'est l'origine des trucs, et mort en anglais qui est plus, c'est donc, c'est le café plus de saveur, et comme cette France qu'on veut avec plus de saveur, plus d'odeur, plus d'épices, c'est un peu ça qui relève les plats et qui va relever ce pays, qui va donner un peu de piment à ce pays et qui prépare l'avenir. C'est pour ça qu'on vous invite, les gens qui fêtent la France en général, mais qu'on ne voit pas toujours sur les plateaux télé des grandes chaînes nationales. Donc, ouais, non, on ne voit pas, mais on fait notre chemin petit à petit. On essaye d'exister, on essaye de prendre des gens sur notre route. C'est vrai que cette France qui mérite d'être plus colorée, avec plus de saveur, plus de soleil. Et effectivement, par moments, ça manque. Mais nous, on essaye vraiment de ramener une énergie le plus positive possible. Oui, enfin, quand je disais, vous ne faites pas les grands médias, vous, ces derniers temps, vous avez fait les grands médias. Vous avez fait le Parisien, des portraits dans le Parisien, des portraits dans le Monde, je crois. Ouais. Voilà, vous êtes en ce moment à la une, quoi, non ? Ouais, je suis à la une parce qu'on fête les 20 ans. Il faut attendre 20 ans. Il y en a des gens, ils arrivent sur le marché du travail, ils arrivent sur la culture, ils font un projet, on les voit à TF1, on les voit sur France 2. Nous, il faut attendre 20 ans pour avoir un portrait dans le Parisien ou dans le Monde. Et je suis très content, je suis très honoré d'avoir ces portraits et je remercie les gens qui sont intéressés à nous, à moi, qui sont intéressés à mon histoire, à mon travail, pour écrire quelque chose. Et je crois qu'ils ont découvert un personnage et du coup ils étaient séduits, ils ont écrit une page chacun sur ces journaux-là. Voilà. Alors c'est vrai que vous êtes, ça je confirme, vous êtes un personnage, Bézène Azaïch, moi qui vous connais depuis longtemps. Alors dites-moi déjà, quelle est votre histoire? Qui est Bézène Azaïch? Il vient d'où? Il est né où? Comment il est arrivé en France? Parce qu'on va y venir aux 20 ans. Moi, je viens comme pas mal d'immigrés d'Algérie en France. Je viens pas comme l'immigration d'autrefois, comme mon père il est venu. Mon père il était immigré, mon père. Il est venu pour nourrir sa famille, pour répondre à un besoin vraiment... économique, quoi. Voilà, économique. Moi, je suis pas venu pour ça. Je suis venu... Il y avait du travail en Algérie, il y avait des possibilités de s'installer en Algérie, il y avait même plus de possibilités là-bas qu'ici. Mais je suis venu parce que à cette époque-là, c'était très difficile en Algérie. Je me rappelle, un jour, j'ai reçu la femme de l'ancien président algérien, Houari Boumedienne, au Cabaret Sauvage. Anissa. Ouais, il m'a dit, mais comment vous avez fait pour faire ce lieu? Qu'est-ce qui vous a ramené en France? Pourquoi? Je lui dis, tout ça, c'est grâce à votre mari. Hein. Il me dit, ah bon, qu'est-ce qu'il a fait, mon mari? Je dis, justement, il n'avait rien fait. Il nous a tellement
fait peur d'y aller faire la guerre. Tu parlais tout à l'heure des Sahraouis, des Sahara occidental. Moi, après la guerre, qu'on était envoyé par Boumediene pour faire la guerre contre le Maroc pour le Sahara occidental. Après ça, après mon service militaire, je dis il faut partir, quoi, parce qu'il n'y avait pas d'avenir pour les jeunes. Pour s'épanouir en Algérie à cette époque-là, il n'y avait pas d'avenir. Et ce qui m'a ramené en France, c'était pas l'économie, c'est pas pour faire de l'argent, mais c'était la liberté. Ce qui m'a fait venir en France, c'est pour trouver plus de liberté, plus de joie de vivre et plus devenir l'oiseau de nuit, comme vous le définissez tout à l'heure. Alors vous n'êtes pas un oiseau de nuit, vous êtes un oiseau de nuit oriental. Oui. Vous êtes un oiseau des mille et une nuits, c'est un conte, quoi. Parce que même le cabaret sauvage, c'est un conte, parce que vous êtes dans votre parcours, le cabaret sauvage, en principe, c'était un mois, c'était quoi, une semaine, un mois, c'est des choses qui devaient être éphémères, non? Racontez-nous tout ça. Oui, moi je suis arrivé à La Villette, au fait, quand j'avais créé un spectacle qui s'appelait, au fait, c'est pas un lieu, c'était un spectacle qui s'appelait Le Cabaret Sauvage, parce qu'il était sauvage, parce que on est arrivé le matin, on a posé le chapiteau et le soir, on jouait le spectacle et c'était magnifique. On était venu pour faire un spectacle pour un mois. Finalement, on a fait 80 dates, guichet fermé. On est resté 4 mois et demi. Et après, il faut fermer le chapiteau et ranger les choses et repartir au travail. Et moi, à l'époque, j'avais un restaurant et quand j'ai repris mon restaurant, j'arrivais plus, j'avais goûté à cette énergie, à cette façon de faire la fête et cette façon d'exister. Autre que travailler dans un bistrot, que j'ai appelé le constructeur du chapiteau, la première personne qui m'a loué ce chapiteau, c'est un Magic Mirror, et je l'ai vu et je lui ai demandé de me construire un chapiteau encore plus grand que celui que j'avais loué, et j'ai attendu 2 ans, et quand on m'a livré le chapiteau, je savais pas où le mettre. Je savais pas. Avant la livraison, je savais pas. On devrait s'installer à Stalingrad, dans un endroit qui s'appelle la place du Crack à l'époque. C'était à la place de Stalingrad. Il y avait tellement de dealers là-bas que le maire du 19e, il voulait que je m'installe là-bas pour ne pas laisser la place aux dealers. Et comme le maire du 19e, c'est un socialiste, et la mairie centrale, c'était un maire de droite, je me suis retrouvé au milieu, c'était la guerre entre eux, et finalement, j'ai pas eu la place, et j'ai été tapé à La Villette, demander est-ce qu'ils pouvaient me réinstallé à La Villette, parce que le Cabaret Sauvage, 2 ans avant, ça jouait à La Villette. Et le président de La Villette, Bernard Latarger, il m'a ouvert les portes, mais pour 2 mois, pas plus. Et finalement, 20 ans après, on est là. Oui, parce que ceux qui avaient ces yurts, tout ça, le Magic Mirror avait un spectacle lui-même, il faisait une tournée lui-même déjà aussi. Oui, ceux oui. qui vous ont construit le vôtre. Ouais, la personne qui a construit mon chapiteau, il avait d'autres chapiteaux comme ça, mais ils étaient beaucoup plus petits. Et moi, j'ai fait construire sur mesure ce chapiteau-là, beaucoup plus grand, parce que je savais, à un moment ou à un autre, on va refuser du monde, et de l'autre côté, je voulais qu'il réponde à plusieurs demandes, et qu'on pouvait faire du cirque, qu'on pouvait faire de la musique, qu'on pouvait avoir des défilés de mode, on pouvait faire plein de choses. Et effectivement, ce qu'on fait depuis 20 ans, on fait plein de choses dans le cabaret aujourd'hui.
Alors depuis 20 ans, vous faites plein de choses. Alors c'est marrant, tout à l'heure vous parlez de votre métier de restaurateur, de cafetier. La famille Azaïch sont tous pratiquement cafetiers sur Paris. Vous êtes venu rejoindre une famille de cafetiers déjà, vous avez grossi le lot à l'époque. Hein. Ouais, mais tes oncles ont aussi des affaires dans le 20e, dans le 19e, un peu dans le 12e. Exactement. Mais moi, j'ai commencé dans un café. Et dans un café, j'avais un café qui s'appelait Le Baladin. Et au Baladin, c'est le Baladin qui a construit en quelque sorte ma vie, parce que j'ai créé une association qui s'appelait Culture au quotidien. Voilà. Et Culture au quotidien, on a réussi à un moment donné à avoir 40 bistrots qui étaient adhérés à mon association Culture au quotidien, et 140 artistes adhéraient à cette association qu'on faisait tourner dans les 40 bistrots. J'ai même réussi à avoir une subvention à l'époque du ministère de la Culture, qui était Jacques Lang, pour faire certains travaux d'insonorisation dans certains bistrots qui dérangeaient le voisinage. Et on achetait un bistrot avec cet argent qui est toujours dans le 13e, qui appartient toujours à l'association, dans lequel moi je fais plus partie de l'association, parce que à un moment donné j'ai laissé la place aux jeunes pour gérer cette association, et on a eu au changement politique. Quand la droite est arrivée au pouvoir, il y avait Pasqua qui est devenu ministre de l'Intérieur, et il a tout fait pour casser Culture au quotidien et tous les bistrots. Il a fermé certains, et certains qui sont partis de l'association parce qu'ils ont peur d'être fermés. On était menacés tous les jours, et on a arrêté l'association comme ça. Et à partir de là, je dis, il faut que je trouve un lieu adéquat pour faire un spectacle. Et c'est de là que j'ai créé le Cabaret Sauvage, et on a fait un spectacle dans lequel on parlait beaucoup. On avait un numéro sur Charles Pasqua, sur sa façon de voir la culture dans le monde. C'est fabuleux. Et t'as toujours été, vous êtes très attaché à la culture, t'as toujours essayé de marier, même quand tu es dans le café, on le voit bien, tu nous l'expliques. Et alors, après au Cabaret Sauvage, tu as programmé beaucoup d'artistes, tu as travaillé avec des gens qui ont fait beaucoup de programmation, on va pas de citer, on leur fait un coucou, on les salue, mais comment t'es venue aussi l'idée de vouloir travailler dans ton engagement, de vouloir restaurer un peu la mémoire de l'immigration? Comment est venu en clair, parce que c'est les 20 ans du cabaret, le 16 décembre, ce sera je le dis aux gens, donc ce sera la dernière, le véritable anniversaire avec le bébé, ta production, Barbès Café. D'ailleurs, il y a un livre. Parce qu'il y a même un spectacle pour les enfants. Il y a le CD que vous connaissez tous, avec toutes les musiques de Barbès Café. On salue Salagawa, Samira Brahimia. Il y avait, je crois, Talina aussi, la fille d'Ira dedans. Et tous ceux qui jouent, Nasruddin qui a fait les compositions. Mais comment t'es venue cette idée alors, et ce livre, et ce travail pour les enfants et tout ça, ce travail de mémoire, où tu nous rappelles Mouloudji, Karim Gassel, tous les gens qui ont été un peu les enfants de l'immigration et les premières vagues? Ouais, comment c'est venu l'idée? L'idée de Barbès Café, il est venu de mon papa. C'était une façon à moi de rendre hommage avant tout à mon père. Mais mon père, il n'est pas artiste. Et c'est un immigré qui travaillait et qui a toujours défendu sa famille, et qui nous a permis de vivre dignement en Algérie. Et c'était... j'avais une pensée pour lui. Et du coup, à partir de cette pensée, pour la raconter aux gens, il faut trouver, et pour s'attacher à soi-même et à sa famille, à ses anciens, j'ai pensé aux artistes aussi. J'ai pensé aux artistes que j'écoutais grâce à mon père qui a ramené des cassettes de France, comme Slimane Azem, comme Cheikh Lasnaoui, comme plein d'autres, comme Hanifa, etc. C'est mon papa qui m'a appris
ces musiques-là. C'est qu'en Algérie, ces artistes, ils étaient moins connus qu'en France. Il fallait qu'ils soient connus en France pour que ça arrive en Algérie. Et j'estimais que c'était une culture qui culturellement parlant, c'est de la culture qu'on partage avec les Français. Parce que c'est de la musique qui est créée en France, qui parle de l'Algérie, et c'est vraiment la culture française, c'est parti d'ici. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas travailler sur la mémoire? Et la mémoire, ça passe par la musique, et de mettre en scène ces artistes-là qui font voyager tant d'autres qui chantaient dans les cafés pour oublier un peu tout le côté pénible, le quotidien. Et toutes les chansons qu'ils ont, ils avaient revendiqué quelque chose. Et j'ai trouvé, on a choisi les morceaux, ils sont d'actualité aujourd'hui. Ils sont d'actualité parce qu'ils parlaient de l'amour, ils parlaient de l'exil, ils parlaient aussi de l'immigration, ils parlaient aussi du côté du racisme, du mépris de l'autre, etc. Et je me suis dit, avec une pierre on fait deux coups, je vais rendre hommage à ces artistes et je vais aussi apprendre à mes propres enfants qui sont en France, c'est quoi notre culture? C'est quoi notre culture? Et c'est comme ça, au fait, la transmission, c'est très important. C'est très important et je trouvais que moi, j'avais des difficultés avec mes enfants à les mettre à table et de leur raconter mon histoire. Parce qu'on ne convoque pas les enfants comme ça pour leur rencontrer. Et avec ce spectacle-là, ça créait des besoins, même pour mes propres enfants, s'interroger d'où vient notre papa, pourquoi il raconte ça, pourquoi il parle du 17 octobre 61, pourquoi il parle de la guerre, qu'est-ce qui s'est passé avec notre grand-père, etc. Et ça créait une discussion et ça a ouvert un dialogue et du coup c'est plus naturel de parler de sa culture, de s'ouvrir à ses propres enfants parce que en France il faut avoir des codes pour ne risque parler même à sa propre famille. Alors, il y a aussi, c'est vrai, et c'est important, mais il y a aussi de la colonisation, puisque, bon, il s'avère que je suis berbère et kabyle, Freaja Tamoteo, ça veut dire, c'est la scène qu'on parle, l'armée française, les Français qui colonisent, à des sauterelles qui ravagent les cultures. Donc, ben, pas la culture en général. Donc, il y a aussi la colonisation qui est dedans. Oui, et puis dans ce spectacle, on parlait de tout. On parlait de tout, même ce qui peut fâcher les Français. On met tout sur la table et on dit la vérité. On n'est pas là pour régler les comptes, mais pour avancer dans nos sociétés. Il faut en parler. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'en parler, et même sur les choses qui fâchent. Moi, je me rappelle, sur ce spectacle, il y avait beaucoup de Français qui venaient voir le spectacle. À chaque fois qu'on parle de la poésie de Keteb Yassine, il parle du 17 octobre 61, je peux t'assurer que j'ai vu plus d'un regarder par terre, gêné. Mais au bout de 5 minutes, il passe à autre chose parce que tout le monde danse. On passe d'un moment très difficile à un moment où on danse. Et le plus important aujourd'hui, c'est ce qui nous unit et c'est ce qu'on partage. C'est pas qu'est-ce qu'ils ont fait nos grands-parents, etc. Il faut parler de la guerre, mais il faut dépasser cette guerre. Aujourd'hui, il faut qu'on partage de l'avenir. C'est pas le passé qui est important. Par contre, tous les gens qui oublient le passé, ils peuvent pas avoir un avenir.
Alors, ce qui est bien, parce que c'est vrai que tu le disais là, Bézen, mais c'est vrai que dans ce spectacle, on partage des vérités, mais avec fraternité. Exactement. Il y a le côté, ça reste le côté fraternel. On se dit des vérités qui sont dures à entendre, mais ça reste toujours convivial et fraternel. Ouais. Et donc, c'est peut-être une façon aussi de transmettre les choses. Mais moi, ce qui m'a toujours, je sais pas ce que tu en penses, ce qui m'a toujours choqué, c'est quand même que donc tu viens de le préciser, Malika Dobran a découvert la chanson à travers les CD que son père lui ramenait. Ouais. On est bien dans une histoire française, on n'est pas dans une histoire sans exil, il n'y aurait pas eu ces chansons-là. Ouais. Sherla Asnaoui apprenait aux gens à jouer dans les foyers. Ouais. Et donc, comment se fait-il que quelqu'un comme Slimane Azem, par contre, qui est un des plus grands poètes de la musique algérienne, ou berbère en général, parce que tous les Arabes se comprennent, mais comment se fait-il qu'il n'ait pas eu la carrière d'un Charles Aznavour? Parce que ces textes, ces chansons, peut-être qu'il a dû, parce qu'il y en avait aussi en français. La carte de séjour, c'est un monument. La plus belle chanson de Dahman Harachi que tout le monde chante et rechante, c'est sur l'immigration. Comment tu peux expliquer que la France ait du mal à reconnaître, y compris à travers de la musique et de la culture, cette participation de son immigration? Parce que la France, il a peur de ses enfants, ses propres enfants. Parce que la France, il n'a jamais vraiment intégré l'idée que cette culture-là, ça leur appartient. Le jour qu'ils comprendraient que la France intègre cette idée, que ces artistes-là font partie du patrimoine français, ce jour-là, j'espère que ça ne sera pas trop tard, ce jour-là, on avancera pas d'un pas, mais de beaucoup de choses. Et je pense, s'ils n'ont pas eu cette carrière qui mérite et tout ça, c'est parce que justement on ne leur a pas ouvert les portes et de les intégrer dans le patrimoine français. Et c'est toujours resté des exilés. Et du coup, au niveau de la production, au niveau de la télé, au niveau d'accès médiatique, ils n'ont jamais accès. C'est le jour qu'on comprendra ce qu'il dit Slimane Azem, toutes ces chansons. Et il a chaque chanson à 10 ans d'avance. Et c'est un visionnaire. Et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a dit dans ses chansons, il l'a dit avant que ça se passe. Oui, et puis il y a du fond, il y a du sens. Alors, ce que je veux dire, parce que, et justement, alors on a un ami en commun qu'on peut saluer, qui avait travaillé à l'époque avec Canal, qui avait fait un reportage, notre ami Djilali, sur justement les scopitones, les cafés. Mais c'est marrant, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi c'est toujours par bribes des petits bouts? Alors, il avait commencé avec Abel Hamadi, ils avaient travaillé aussi un truc avec les tontons du Bled. Alors, ils avaient fait ce petit reportage où ils expliquaient comment étaient les scopitones dans les cafés à l'époque, pour vous montrer qu'il y avait des choses positives, comment ça s'était construit. Mais ça s'arrête là. Il n'y a jamais eu de véritable travail de fond, de longue haleine, comme on le fait sur d'autres sujets, comme on le fait sur d'autres choses. Et comme je pourrais dire, aujourd'hui, si en France on regardait, c'est la seule salle de spectacle qui est diversifiée, qui est assez variée, c'est le Cabaret Sauvage. Il n'y a aucune autre salle de spectacle qui alterne entre les orgues de Barbac, tous les artistes trucs, et puis les trios, les mille et une nuits, la musique orientale, la musique africaine. Enfin, il y a peu de salles qui sont équilibrées comme ça, qui permettent d'avoir une vue d'ensemble de la culture en général avec un grand C. Oui, non, mais ça, moi, je peux t'expliquer, je peux donner une explication la tienne, en tout cas, déjà. Une explication, je dis pas que c'est la vérité, mais ce que je ressens. L'explication, c'est que jusqu'à maintenant, les salles de spectacle, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent au plus facile. Qu'est-ce qui est le plus facile? Qu'est-ce qui peut marcher? Et d'un seul coup, on crée des ghettos. Tu fais de la musique orientale, il va s'inscrire dans la musique orientale, et du coup, les autres artistes, ils ne viennent pas se produire dans ce carré parce qu'il est identifié comme salle de musique orientale. Et les autres, ils ne viendront pas. Et si on veut programmer un autre artiste, il ne vient pas. Et du coup, on va créer un ghetto, on va s'enfermer sur nous-mêmes, on va s'apprendre notre culture, on ne la partage pas. On ne la partage pas, et ça veut dire c'est toujours entre nous. Et de l'autre côté, les artistes
les artistes d'Afrique du Nord, ils vont pas taper dans d'autres salles pour montrer leur culture, etc. Ils vont y aller au ghetto. Là, ils savent qu'ils vont avoir un public. Ils savent aussi, ils peuvent avoir leur place. Et du coup, ils viennent là. Et ça crée des environnements dans lequel il n'y a pas de partage. Et moi, dès le début, j'ai refusé de créer un ghetto. Je voulais une salle de spectacle ouverte sur la musique du monde. Et dans cette musique du monde, je ferai tout pour donner la place à ma culture, à mes racines, à l'Algérie et à cette musique qui me tient tant à cœur. Et je voulais l'inscrire dans un environnement dans lequel il y a tous les autres artistes. Et c'est pour ça, quand j'ai créé le Cabaret Sauvage, j'ai resté 2 ans sans produire un spectacle qui a des attaches à l'Afrique du Nord. Il fallait que je commence à installer ma salle avec d'autres projets sur toutes les autres musiques pour donner des doses comme ça et ramener notre culture dans la culture. Et c'est pour ça que j'ai créé, et je suis sûr que tu as vu, les Folles Nuits Berbères, dans lequel que j'ai travaillé pendant 8 ans. Les Folles Nuits Berbères, si tu regardes bien, il y a de la musique d'Afrique du Nord, mais il y a toujours des mélanges, plein d'artistes de tous les pays que j'ai intégrés dans les Folles Nuits Berbères pour découvrir notre culture et pour nos artistes découvrent la culture d'ailleurs pour qu'il y ait un partage et il y a une avancée comme ça. Et quand j'ai commencé les Folles Nuits Berbères, les artistes algériens, ils voulaient pas faire les Folles Nuits Berbères avec des clowns, avec des gens du cirque, etc. Et à la fin, tout, sans exception, ils veulent tous jouer dans les Folles Nuits Berbères. Et c'était toujours le même thème. Et c'était un thème de partage. Pour moi, pour faire respecter notre culture, il faut la partager avec les autres, il faut la partager avec les Franciliens, il faut la partager avec les Parisiens. Et pour la partager, il faut les intéresser. Il faut que nous aussi, on soit ouverts à les écouter, leur culture, et à partager avec eux. Alors, il y a quand même un bon message dans ce que tu disais, Etienne, parce que ça s'appliquerait partout. Je pense que pour les gens qui veulent faire des luttes, que ce soit pour la culture, les origines, etc., et je pense que dans ce que tu dis, il faut faire attention quand on veut lutter, de bien essayer de rassembler tout le monde et ne pas ostraciser ou de ghettoiser ou d'enfermer le débat. Parce que souvent les gens se retrouvent entre eux et ils pensent que les autres sont leurs ennemis, alors que l'objectif, c'est d'essayer de convaincre le plus grand nombre et de faire avancer des idées dans une société qui se veut la plus universelle possible. Exactement, parce que de toute façon, si on fait un débat avec les choses avec les gens qui sont acquis, on n'avance pas. Il faut de la contradiction, il faut des gens qui vont chercher, qui vont vous tatiner, pourquoi vous faites ça ou ça. Et du coup, on peut avancer et dans la culture et dans la création. Sinon, on ne peut pas. Moi, ce qui m'intéresse dans la culture, c'est de partager ma culture, mais de consommer d'autres cultures pour enrichir ma propre culture. C'est ça, c'est ce que... Alors, tu sais bien que les Folles Nuits Berbères, maintenant j'ai une question, les Folles Nuits Berbères ne m'ont pas échappé. Ouais. Je connais mon attachement à ce que c'est mes origines, c'est mes racines, ça ne m'enferme pas, mais ça me touche et c'est ma langue maternelle. Et donc, ça n'a pas échappé. Alors, mais moi, je me suis dit, quand j'ai vu les Folles Nuits Berbères au début, alors j'ai vu le concept évoluer, mais je me suis dit, qu'est-ce qui a pu inspirer Méziane? À un moment donné, j'ai cru que ce qui t'inspirait, c'est le duo Idir-Triane, qui effectivement, eux, faisaient revivre l'Indocel. C'est allé beaucoup plus loin que le seul berbère. Je me suis dit, moi, est-ce que c'est pas ça qui t'avait influencé ou est-ce que c'était une autre influence? Non, vraiment, c'était moi quand j'ai fait ça, c'est vraiment de dire à nos artistes, ouvrez-vous à ces gens et prenez tout ce qu'il y a à prendre d'eux et donnez-leur tout ce que vous pouvez leur donner. Et de là, il s'est créé beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vois un gars
comme qu'a fait les Faux Nuits Berbères d'ailleurs, comme Kamal Ziad, Karim Ziad, comme Karim Ziad, l'ouverture d'esprit, l'ouverture musicale qu'il peut avoir cet artiste, c'est extraordinaire. Et il fait le festival Essaouira. Quand il programme le festival Essaouira, quand on va au festival Essaouira, on voit cette touche justement de mélange. On reste pas sur la musique traditionnelle et il va chercher des artistes qui n'ont rien à voir avec la musique traditionnelle et les confronter à cette musique et d'essayer d'avancer ensemble et qu'est-ce qu'on peut tirer de l'un et de l'autre. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans notre société. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, moi, c'est comment interroger les gens, et comment juste déclencher dans la tête des gens quelque chose, de se dire, dans la vie, je ne peux pas vivre tout seul. Dans la vie, on a besoin de tout le monde. Et quand on est en France, on est en France. On est en France. On est en France. Il ne faut pas qu'on essaye de vivre à Tizi Ouzou, à Paris. Tizi Ouzou, si on veut vivre à Tizi Ouzou, il faut y aller à Tizi Ouzou. Mais il faut vivre à Paris en respectant Tizi Ouzou. Et à chaque fois qu'on peut ramener un bout de Tizi Ouzou positif à Paris, pour le vivre avec les Parisiens, dans le respect total des Parisiens, il faut le faire. Mais il ne faut pas imposer aux gens les choses. Alors, merci sur cette conclusion. D'ailleurs, le Festival Essaouira, je vous invite à y aller parce que c'est un très beau festival. Ouais. C'est un magnifique festival. Et sur ces conclusions, donc on va se quitter parce que l'émission de chez Safa, elle est finie d'ailleurs. On a pris du retard. Mais je vous invite donc tous au Cabaret Sauvage à aller chercher les différentes dates. Hein. Les prochaines dates, c'est le 22, le 25, le 15 décembre en novembre et le 16. Alors, le 16-12, il y a le Barbès Café. Donc, c'est ça va clôturer les 20 ans du Cabaret Sauvage. Vous avez aussi le livre et les CD. Et nous, on se retrouve en remerciant notre invité Bézalgé. Vous avez vu que c'est une féconde, c'est toujours un plaisir de l'écouter. Et c'est un pan d'histoire. D'ailleurs, il faudra qu'il revienne pour nous parler de tous ces projets parce qu'il en faut 1000. Eh bien, on se quitte et on se retrouve comme toujours les lundis et vendredis à 20h avec un invité. Donc, soyez fidèles au rendez-vous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, en tout cas c'est un plaisir de passer un moment avec toi. Merci, voilà. Au revoir. Bonne soirée.